passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ce nouvel épisode de Poil au Rock, je vais vous parler du groupe... Salut les rockers! Vous qui vous êtes goinfrés de foie gras et de saumon pendant les fêtes, il est temps de reprendre l'année avec un épisode consacré aux inventeurs du heavy metal, j'ai nommé Black Sabbath! Oh yeah! J'ai jamais kiffé le Père Noël, moi. Alors avant de démarrer cet épisode, j'aimerais quand même m'excuser en public auprès de la police du rock qui me reproche de ne pas être assez objectif par rapport à la musique des groupes que je présente. On m'accuse aussi d'utiliser uniquement Wikipédia pour préparer les épisodes de Poil au Rock. Donc voilà, pardon. Alors pour votre gouverne, je n'utilise Wikipédia que pour confirmer les dates des différents événements. Et pour le reste, je tire mes infos dans les biographies officielles des groupes et des interviews que j'ai lues d'eux dans mes vieux magazines. Hé hé, tu les as pas ceux-là, hein? Alors attention de ne pas confondre Black Sabbath avec Black Sabbath, Black Sabbath ou encore Black Salas. Leur style se caractérise par un son aussi lourd que la fonte qu'ils appellent heavy metal, soit métal lourd en français. Sur cette base lourdingue viennent se poser des textes chantés par une voix aiguë sur le thème du satanisme et de l'ésotérisme. Ça commence en 1968 à Birmingham en Angleterre quand le guitariste Tommy Yomi et le batteur Bill Ward décident de former un groupe de rock. Tony travaille dans une usine de métallurgie et un jour par accident il se fait sectionner les premières phalanges de 2 de ses doigts de la main droite. Étant gaucher, ça pose problème pour lui puisque c'est sa main droite qui joue sur le manche de sa guitare. Il abandonne la guitare jusqu'à ce qu'un jour un ami à lui fasse écouter un disque de Django Reinhardt, le célèbre guitariste de jazz qui jouait qu'avec 2 doigts. Impressionné par la technique du maître, il décide de se remettre à jouer malgré son handicap. Les cordes de guitare lui font extrêmement mal à cause du peu de chair qui lui reste sur l'extrémité de ses doigts. Il prend alors une bouteille en plastique et en découpe 2 morceaux qu'il fait fondre pour leur donner la forme de 2 dés à coudre. En plus de ça, il monte des cordes d'un faible tirant sur sa guitare et joue avec un accordage plus grave afin de diminuer la tension sur ses doigts. C'est cette combinaison d'éléments qui fera la particularité du son de guitare de Black Sabbath. Bref, nos 2 amis se mettent à la recherche de 2 autres musiciens et recrutent le bassiste Geezer Butler et le chanteur Ozzy Osbourne, de son vrai nom John Michael Osbourne. Le surnom de Ozzy lui a été attribué quelque temps auparavant lors de son séjour en prison pour avoir cambriolé une maison. Pour la petite anecdote, Ozzy avait pris soin lors de son casse de mettre des gants pour qu'on ne puisse pas relever ses empreintes génitales. Ses empreintes digitales. Le problème, c'est que cet abruti avait mis des mitaines. Voilà, ça permet de vous faire un peu une idée sur la stupidité du personnage. Tous les 4, ils baptisent leur groupe du nom de Polka Tulk Blues Band, puis finalement Earth. Mais à la fin de cette année, Tony Yomi quitte le groupe pour jouer avec les célèbres Jethro Tull. En début d'année, Tony réintègre le groupe, n'étant pas content avec la politique de Ian Anderson. Après quelques concerts en Angleterre, ils se rendent compte qu'un autre groupe s'appelle aussi Earth et décident donc de changer de nom. L'affiche du film Black Sabbath de 1963 avec Boris Karloff, diffusée dans un cinéma juste en face de leur local de répète, leur inspire un nouveau nom de chanson. Ozzy écrit le texte de la chanson, inspiré par le cauchemar que Butler a fait quelques jours auparavant, et utilise pour le riff principal le fameux triton diabolique dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Alors comme je suis feignant et que j'ai pas envie de tout réexpliquer, tu peux cliquer ici pour voir l'explication dans l'épisode précédent. Finalement, ils trouvent ce nouveau morceau tellement cool qu'ils décident que Black Sabbath sera leur nouveau nom de groupe. Ils signent un contrat avec Philips Records et sortent leur premier single, Evil Woman, qui en fait est une reprise du groupe Crow. On écoute un extrait. Malgré le peu de succès que ce disque remporte, la maison de disques leur octroie 2 jours de studio pour enregistrer un album complet. Étant donné qu'un de ces 2 jours est prévu pour le mixage des chansons, il ne leur en reste plus qu'un donc pour tout enregistrer. Les musiciens jouent donc en un jour et en une seule prise tous leurs morceaux. Black Sabbath, le premier album du groupe, sort durant l'année et reçoit un très bon accueil de la part du public puisqu'il se classe 8ème dans les charts britanniques malgré les critiques négatives de la presse. Lorsque Ozzy fait écouter fièrement aux membres de sa famille son premier disque, ils s'attendent tous à un album de chansons paillardes. Ils l'écoutent en silence et horrifiés lui demandent « Fils, es-tu bien sûr de ne consommer que de l'alcool ?» 4 mois plus tard, Black Sabbath retourne en studio pour enregistrer un 2e album. Il est prévu que celui-ci s'intitule War Pigs
comme la chanson du même titre, qui est une critique à la guerre du Vietnam. Mais le label décide finalement d'appeler ce disque Paranoid. Pour la petite anecdote, le morceau Paranoid a été composé en 20 minutes à l'arrache au dernier moment, car le groupe trouvait qu'il manquait une chanson sur cet album. Finalement, cette chanson est devenue un des plus grands classiques du rock. Comme quoi, pas la peine de se faire chier, hein. Parmi les nombreuses reprises de cette chanson faites par divers autres groupes, je retiendrai tout particulièrement celle de Jerry Phillips. On s'écoute un extrait. Cool, non? Dès sa sortie, l'album atteint la première place des charts anglais, sans diffusion radio, et même si une fois de plus la critique n'est pas de leur côté. Ce succès commercial leur permet d'entamer leur première tournée américaine à la fin de cette année. Cette année-là, le label offre au groupe un énorme budget pour enregistrer un nouvel album et une valise pleine de cash pour acheter plein de drogue. C'est à partir de là que tous les membres du groupe se sont transformés en véritables aspirateurs à coke. Master of Reality sort 4 mois plus tard et devient disque d'or en seulement 2 mois. On peut compter parmi les chansons de cet album les fameux titres Sweet Leaf et Children of the Grave. Les tournées, sessions d'enregistrement et autres consommations de drogues diverses poussent Black Sabbath à prendre ses premières vacances depuis 3 ans afin de se préparer pour enregistrer son 4e album. Le groupe rentre au Record Plant Studio à Los Angeles afin de débuter l'enregistrement. Mais les choses se dégradent très vite. Il leur faut de plus en plus de temps pour trouver des idées et enregistrer leurs parties respectives. Certaines sessions sont juste interrompues sans raison et les membres du groupe finissent par s'asseoir au milieu du studio pour sniffer et se bourrer la gueule. Ces longues sessions sont quand même l'occasion pour le groupe d'expérimenter de nouvelles choses pour leur musique, à part de nouvelles drogues bien sûr, telles que l'intégration d'instruments à cordes, du piano, mais également de créer des chansons avec des structures plus complexes qu'auparavant. Black Sabbath arrive tant bien que mal à terminer leur album et décide de l'intituler Snowblind, comme la chanson du même nom traitant de l'abus de cocaïne. La maison de disques, trouvant le titre un peu trop provocateur quand même, décide de le changer à la dernière minute pour Black Sabbath Volume 4. Ce qui finalement est une idée stupide puisqu'il n'y a jamais eu de volume 1, 2 ou 3. L'album sort et devient disque d'or en à peine 1 mois. Ce qui pousse le groupe à partir en tournée aux States, en Australie, puis dans toute l'Europe. Satisfait de son dernier disque, le groupe veut retrouver la même ambiance de travail pour l'enregistrement de son nouvel opus. Ils retournent donc au Record Plant Studio à Los Angeles et sont surpris de constater que la pièce dans laquelle ils avaient l'habitude de travailler a été remplacée par un synthétiseur géant. A l'époque, les synthés ne tenaient pas dans le boîtier d'un clavier, c'était d'immenses appareils qui prenaient toute une pièce de studio. Ils décident donc de louer une maison à Bel Air et s'y installent donc pour composer de nouvelles chansons. Mais au bout d'1 mois d'alcoolisme et de consommation de drogue acharnée, la créativité n'est pas au rendez-vous et le groupe retourne donc en Angleterre. Ils louent cette fois-ci un château entouré d'une forêt et se servent du donjon comme salle de répète. L'atmosphère y est lugubre, Tony Iommi retrouve son inspiration et débarque un jour avec le riff de Sabbath Bloody Sabbath. Après avoir écrit toutes les nouvelles chansons, ils partent à Londres pour enregistrer ce nouvel album, contenant toutes les nouveautés instrumentales développées au cours des sessions de l'album précédent, plus quelques parties de synthétiseurs. Rick Wakeman, claviériste du groupe Yes, vient leur prêter main forte dans ce domaine. Sabbath Bloody Sabbath sort quelques mois plus tard, et pour la première fois de leur carrière, ils reçoivent l'enthousiasme des critiques en plus de celui du public. Cet album est leur plus gros succès jusque-là. À la suite de cette nouvelle sortie, Black Sabbath entame une gigantesque tournée mondiale. Ils profitent cette année-là pour changer de manager. En effet, à cette époque, les musiciens du groupe n'ont qu'une vague idée de leur succès commercial et leur manager en profite pour les arnaquer sur leurs royalties. Ozzy explique dans une interview qu'à l'époque il n'y avait pas autant de battage médiatique autour des groupes de rock et que les magazines spécialisés dans ce style étaient très rares. Donc il était très difficile pour eux de se rendre compte du succès qu'ils avaient en dehors des concerts. Il explique également que l'image du groupe était très peu accessible pour le public, mis à part les photos des musiciens dans les albums, et que cela créait un certain mystère autour de Black Sabbath.
Cette année-là, le groupe retourne en studio pour enregistrer Sabotage, un album plus épuré et plus rentre-dedans que les deux précédents. Ce nouveau disque contient les titres Am I Going Insane, Hole in the Sky et Symptoms of the Universe, qui deviennent très vite les nouveaux classiques du groupe. Black Sabbath partent en tournée avec le groupe Kiss en première partie, mais sont forcés d'interrompre leur concert au milieu de la tournée, juste après que Ozzy se soit blessé à la suite d'un accident de moto. Le groupe entre une nouvelle fois en studio à Miami pour enregistrer leur 7e album, Technical Ecstasy. Ce nouvel album contient beaucoup plus de parties de clavier que les précédents et est très mal accueilli par la critique et le public. Ils partent quand même en tournée pour promouvoir l'album, avec en première partie le groupe AC/DC pour les dates européennes et les groupes Boston et Ted Nugent pour la partie américaine. Pour la petite anecdote, c'est à ce dernier qu'on doit la fameuse phrase « Si c'est trop fort, c'est peut-être trop vieux ». Alors que le groupe s'apprête à rentrer une nouvelle fois en studio après avoir écrit quelques morceaux, Ozzy se sent très déprimé et décide de quitter le groupe. Il est remplacé par le chanteur Dave Walker et le groupe se remet à travailler sur de nouvelles chansons. 3 jours avant que Black Sabbath rentre en studio, Ozzy change d'avis et revient dans le groupe. Mais il refuse de chanter les nouveaux titres composés avec Dave Walker et le groupe arrive donc en studio sans nouvelles chansons. Ils se mettent donc à composer le matin, à répéter l'après-midi et à enregistrer pendant la nuit. Et c'est justement là que la merde s'installe. Pour tenir la cadence, les musiciens se mettent à consommer de plus en plus de cocaïne et finissent par être totalement épuisés à la longue. Cette fatigue les pousse à prendre de longues pauses et l'enregistrement dure 5 mois. L'album Never Say Die sort et reçoit une fois de plus un accueil froid de la part des critiques et du public. Black Sabbath part néanmoins en tournée à travers le monde avec le groupe Van Halen en première partie. Tony Iommi décide de virer Ozzy, qui est complètement au bout du rouleau à cause de sa consommation de drogue excessive. Il explique qu'à cette époque, tout le monde dans le groupe consommait énormément de dope et était pété 24 heures sur 24. Mais Ozzy était le pire de tous. C'est dire s'il était perché le bonhomme. Et comme il le dit lui-même, les meilleures années de ma vie sont celles dont je ne me souviens pas. C'est là que je m'arrête pour cette première partie. Et en conclusion, je vous dirais que cette période est l'époque où Black Sabbath a le plus influencé de groupes tels que Metallica, Iron Maiden, Queen of the Stone Age, et j'en passe, et ont donné naissance à 3 grands styles de musique, le heavy metal, le rock stoner et le doom. Si vous voulez découvrir le groupe, je vous conseille d'écouter Sabbath Bloody Sabbath et Paranoid, qui sont à mon avis les albums les plus accessibles pour une première approche. Comme d'hab, je profite d'avoir encore votre attention pour faire un peu de promo pour mon groupe Les Énervés. Cette fois-ci, je vous propose d'aller voir le clip du morceau Le Blues du frigo vide, que j'ai réalisé moi-même l'année dernière avec un budget proche de zéro. Si tu kiffes notre musique, n'hésite pas à partager sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux afin qu'on puisse se faire connaître, étant donné qu'on n'est signé par aucun label. D'avance, merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Poil au Rock. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur mes couilles. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez authentiques. Territoire sauvage.